Intégral Placement, Cédric Decoeur sur BFM Business. Frédéric Durand-Bazin vient de nous rejoindre. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Rédacteur en chef au magazine Le Particulier. Avec vous, on évoque donc ces fameuses SCI, Sociétés Civiles Immobilières. Dites-nous tout. Alors, l'intérêt en fait d'une structure sociétaire aujourd'hui, c'est de pouvoir acheter, investir et gérer à plusieurs. C'est vraiment le souci de beaucoup d'épargnants qui ont envie à la fois de se créer des revenus complémentaires, notamment au moment de la retraite. Et quoi de mieux que l'immobilier, aujourd'hui on a envie de dire, pour se procurer ces fameux revenus. Et puis de préparer déjà, dès à présent, la transmission de leur patrimoine à leurs enfants. Oui, enfin acheter en copropriété, enfin gérer l'indivision ou la copropriété, ça existe déjà? Alors l'indivision c'est bien, mais l'indivision c'est très rigoureux. C'est bien le problème de l'indivision, c'est que les inconvénients sont quand même assez conséquents. La première chose, c'est que de toute façon, l'indivision par nature n'est pas pérenne. Ça veut dire qu'à tout moment, un des indivisaires peut décider de sortir de l'indivision, ce qui crée quand même un certain problème parce que vous êtes obligé de lui racheter ses parts, ou s'il n'y a personne pour racheter ses parts, il faut trouver une solution. Ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, c'est la gestion du bien en indivision. Qui va gérer le bien en indivision ? Il y a une règle en matière d'indivision qui dit que pour que les décisions soient prises, il faut obtenir les 2/3 des indivisaires. Donc quand vous avez acheté à deux, il faut tout le temps être d'accord. Sinon, vous atteignez jamais ces fameuses règles du 2/3. Ça, c'est le deuxième inconvénient. Et puis, il y a d'autres inconvénients. Par exemple, le fait que dans une indivision, vous êtes pieds et poings liés avec votre indivisaire. Et si jamais celui-ci venait à décéder, c'est ses héritiers qui prennent sa place. Donc, vous ne pouvez pas contrôler la structure sociétaire d'une indivision. Donc l'intérêt de la société civile... Et la SCI règle tous ces problèmes ? Justement, c'est de régler l'intégralité de ces problèmes. La première, c'est la gestion du bien. Et le gérant, il est nommé statutairement. Peu importe qu'il ait ou non la majorité des parts. S'il est nommé statutairement. Et donc à partir du moment où vous lui confiez mandat, par le biais des statuts, il peut gérer le bien comme il l'entend. Bon, on parle bien que de la gestion courante. Après, les actes de disposition, bien entendu, il faut la majorité des voix. Actes de disposition, on rappelle, c'est l'achat et la vente des biens. La deuxième partie, c'est est-ce qu'on peut faire rentrer n'importe qui dans une société civile immobilière ? Eh ben non. Il y a des clauses d'agrément dans une société. Ce qui veut dire que si un des sociétaires venait à décéder et ses héritiers seraient tentés de prendre sa place, si les statuts prévoient que ce n'est pas possible, ça ne se fera pas comme ça. Et en fait, la troisième partie... Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a des droits de rachat prioritaires qui se font, et notamment les associés en place peuvent racheter les parts sans que l'héritier puisse s'y opposer. Voilà. Et pour la troisième partie, qui est la durée de vie de la société civile immobilière, c'est une structure pérenne parce qu'on va fixer dès le départ dans les statuts sa durée de vie. Donc ça peut être 50 ans, 90 ans. Et on sait que si jamais un des associés veut en sortir, eh bien, on ne va pas casser la structure sociétaire, on va racheter ses parts ou on va trouver un autre associé. Il y a des considérations fiscales à prendre en compte avec ces SCI ou pas ? Alors, exactement. L'intérêt de la SCI aussi, c'est, on l'a dit, un outil de gestion patrimoniale. Et quand on dit patrimoine, on a tout de suite en tête l'ISF. Eh bien, la société civile immobilière est intéressante pour le biais, pour l'impôt de solidarité sur la fortune, tout simplement parce que la somme des parts ne va pas représenter l'intégralité du patrimoine. Je m'explique. Les parts de société civile immobilière sont illiquides, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les négocier facilement. Il faut que les autres associés soient d'accord pour que vous les cédiez ou pour faire rentrer un nouvel associé. Donc le fisc admet, pour l'évaluation des parts d'une SCI, une décote de l'ordre de 10 à 20%. Certains avocats préconisent même d'aller au-delà, jusqu'à 30%. Mais en tout cas, de 10 à 20%, vous pouvez décoter la valeur des parts de la SCI pour votre déclaration d'impôt sur la fortune. Donc ça, c'est un élément quand même qui est à prendre en compte, surtout aujourd'hui où l'ISF fait un retour fracassant dans la politique fiscale française. Vous nous avez dit tout à l'heure, c'est un outil patrimonial, et pourtant vous nous dites qu'il y en a un qui décède, on peut s'être opposé à l'entrée des héritiers. Ça obère un peu l'intérêt de transmission, j'ai envie de dire.
Pas du Ou tout. alors c'est un outil qui est utile aussi pour ça? Pas du tout, pas du tout. L'intérêt, c'est que vous choisissez à qui vous allez transmettre. D'accord. Donc, c'est pas une transmission forcée ou subie, c'est une transmission choisie. Donc les statuts, je veux dire, peuvent comprendre que les héritiers Ben, deviendront associés. C'est un petit peu... Non, on va prendre la SCI dans sa structure avant le décès. Et l'intérêt de la structure sociétaire, c'est que le capital, il est fragmenté en parts. Donc il est facile de transmettre de son vivant un certain nombre de parts à ses enfants, ou ses petits-enfants, peu importe, à qui vous voulez, et de manière échelonnée dans le temps, de façon à ce que vous puissiez optimiser l'ensemble des abattements fiscaux en matière de donation. Donc on le sait depuis maintenant 1 an, vous avez droit à un abattement de 100 000 euros par période de 15 ans. Donc tous les 15 ans, vous pouvez donner jusqu'à 100 000 euros de part de votre SCI à un de vos enfants, oui, 200 000 euros si vous en donnez à 2, etc. Ce qui vous permet d'échelonner dans le temps comme ça cette transmission, mais sans perdre, je reviens à ce que je disais au préalable, sans perdre le pouvoir de gestion. Parce que l'intérêt de cette transmission, c'est quand même de pouvoir continuer à se garantir ces fameux revenus, donc les loyers des biens qu'on a achetés dans le cadre de la SCI, tout en commençant à transmettre son patrimoine. L'un des deux, le père, la mère, peuvent être gérants et transmettre au fur et à mesure. Exactement. Et comment est-ce qu'on doit l'organiser justement, cette SCI, pour, on va dire, favoriser la transmission? Tout doit être mentionné, écrit au cordeau dans les statuts? Alors, bon, bien entendu, il y a les statuts qui sont là pour définir les règles de fonctionnement. Les statuts ne vont définir que les règles de fonctionnement. D'accord. Par contre, si vous créez cette coquille juridique dans le cadre d'une transmission, vous avez tout intérêt à optimiser la forme juridique de la SCI, notamment son mode de fonctionnement, en faisant en sorte que ce soit la SCI qui souscrive, qui achète elle-même le bien. Vous ne faites pas un apport d'immeubles à la société civile. Vous créez la société civile, personne morale, a le droit d'emprunter, elle va aller emprunter auprès d'une banque, de quoi acheter un bien. Donc l'intérêt de cette structure, c'est que vous pouvez constituer votre SCI avec un faible capital. Vous n'êtes pas obligé de mettre 100 000 euros, 200 000 euros, 1 million d'euros. Vous mettez 10 000 euros par exemple, ça va garantir le fonds de roulement, et après cette société va emprunter pour acquérir son patrimoine immobilier. Donc l'intérêt de cette formule, c'est que quand vous allez commencer à transmettre, on va calculer le droit de donation, comme toujours. Mais sur quelle assiette? Eh bien, c'est sur la valeur de l'actif net de la société civile. Et comme ça, son actif net, il est d'un côté la valeur de l'immobilier et de l'autre côté les créances, enfin les dettes que vous avez souscrites, tout ça va venir se compenser et en fait, la valeur sera extrêmement faible. Donc vous allez pouvoir transmettre à faible coût. Donc l'intérêt patrimonial, notamment dans des cas de transmission, c'est de créer sa SCI pour acheter, non pas d'acheter puis de créer une SCI. Exactement. Il faut le faire dans cet ordre-là. Ce qui permet effectivement d'avoir un bilan financier qui soit le plus faible possible. Et ce qu'il ne faut pas oublier d'ailleurs, deuxième petite précision, ce qui était valable pour les droits de donation, enfin pour l'ISF, pardon, qui était de dire il y a une fameuse décote pour illiquidité, ça vaut aussi pour les droits de donation, parce que c'est toujours la même assiette. Donc non seulement vous avez réduit l'assiette, mais en plus vous avez droit à un abattement. Est-ce qu'il y a, Frédéric, des précautions particulières à prendre au moment où justement on choisit de créer une SCI? Oui. La première, c'est il faut quand même avoir les moyens de gérer cette SCI. Quand je dis avoir les moyens, ça veut dire quoi, gérer une SCI? Vous allez être, vous, le gérant de cette SCI. Donc c'est vous qui allez encaisser éventuellement les loyers. Ça, on y reviendra après, mais il y a deux structures possibles pour encaisser les loyers. Mais c'est vous qui allez encaisser les loyers. Mais dans un premier temps, il est fort probable que le montant de vos annuités de crédit soit plus important que le montant des loyers encaissés par la société. Donc vous allez avoir une situation de déficit qui va durer un certain nombre d'années quand même. Et vous, en tant que gérant, vous êtes tenu systématiquement de combler les pertes de la société civile. Vous ne pouvez pas la laisser en déficit. Ce n'est pas possible. Ce qui veut dire qu'il faut que vous ayez les moyens, au moment de sa création et au cours des premières années, de puiser dans votre propre patrimoine ou dans votre épargne pour venir combler au fur et à mesure les déficits de la société. Donc ces déficits, cet apport n'est pas perdu, parce que ça va en apport en compte courant. Il vous sera remboursé, le cas échéant, lorsque la situation financière de la société sera apurée.
Mais il faut que vous ayez les moyens, les ressources nécessaires pour combler ces déficits au cours des premières années. C'est-à-dire que le gérant doit remettre à zéro le compte courant, en clair. Systématiquement. Et ça, c'est notifié quelque part. C'est les règles de fonctionnement d'une société civile. Et lorsque l'entreprise se met à faire des bénéfices, enfin entre guillemets, à rentrer de l'argent, il rembourse. Alors, eh bien, quand elle se met à faire des bénéfices, soit les apports en compte courant sont remboursés, il peut y avoir abandon des apports en compte courant, on peut décider de rembourser en partie sur les comptes courants et une autre partie à distribuer aux associés. Enfin, tout est envisageable. C'est la souplesse de la société civile. Quel est le statut fiscal d'une SCI ? Alors justement, c'est la grande question aujourd'hui des SCI, c'est sous quel statut on doit se mettre. Il y a 2 statuts possibles. Parce que pour qui c'est un jour plongé dans le droit fiscal des entreprises, et encore là je parle vraiment... Juste à la marge. À la marge, c'est une jungle. Non, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Il y a 2 statuts possibles pour une société civile. La première, c'est... vous optez pour l'impôt sur le revenu. Donc on dit cette fois que votre société est une société transparente. Ce n'est qu'un intermédiaire entre l'actif immobilier et vous en tant que contribuable. Donc tout passe par la société civile. Mais que vous distribuiez ou non les bénéfices, vous allez être imposé directement à raison de votre quote-part à l'impôt sur le revenu. Donc là, vous allez payer en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Hein. On sait que depuis le 1er janvier, ça peut aller jusqu'à 45%. Donc ça, c'est la société transparente. Ça, c'est la société transparente. L'autre possibilité, c'est d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Donc cette fois, on dit que la société est opaque. C'est-à-dire que c'est elle qui va régler sa dette fiscale. Et comme c'est une société soumise à l'impôt sur les sociétés, c'est un taux proportionnel qui était égal à 15% lorsque le montant des bénéfices n'excède pas environ 30 000 euros, et c'est 33 1/3 au-delà. Donc ce qui veut dire que les loyers que vous allez percevoir vont être faiblement imposés. D'accord. Hein, ils sont imposés au maximum à 33 1/3, alors que dans un autre cas, ils peuvent être imposés à 45%. Et ça, on peut le modifier en cours de vie de la SCI ? Alors, uniquement dans un sens. Si vous avez opté pour l'impôt sur le revenu, vous avez le droit de passer à l'impôt sur les sociétés. D'accord. L'inverse n'est pas vrai. D'accord. Et il faut faire attention. C'est ça, en fait, l'idée. C'est que quand on gagne peu au début de sa vie et qu'on est sur... Oui, mais c'est peut-être pas forcément non plus le bon calcul de commencer par l'IR. Pourquoi ? Parce qu'au moment où vous allez changer de statut, il faut régler aussi ce qu'on appelle les plus-values latentes. Donc si le bien que vous avez acheté, mettons 100 vous voyez, quand à un moment donné, compliqué. Quand vous décidez d'opter pour l'impôt sur les sociétés, vaut 200. Ben, il y a une plus-value, vous n'avez pas réalisé parce que vous l'avez toujours ce bien. Mais sauf que, comme vous changez de statut, ben, il faut régler l'impôt sur les plus-values sur ces 100-là. Et vous allez être imposé en fonction du droit commun applicable aux particuliers, donc c'est-à-dire 19% plus 15,5 de prélèvements sociaux, après application d'un abattement pour durée de détention. Et donc si on devait donner un conseil un peu empirique, il faut mieux choisir la société opaque ? Eh bien, aujourd'hui, les choses ont changé effectivement parce que les taux d'imposition sont plus élevés. Et ce qui veut dire qu'on a peut-être tout intérêt à jouer sur le fait qu'on va capitaliser au début les revenus créés par la société civile en les laissant dans la société. Tant que vous ne les touchez pas, il n'y a qu'un degré d'imposition, vous payez 15% ou 33 1/3 au-delà d'un certain montant. Si vous êtes à l'impôt sur le revenu, que vous les distribuiez ou pas les revenus, vous allez quand même payer l'impôt. Donc dans un premier temps, il vaut mieux effectivement, sans doute, opter pour l'impôt sur les sociétés. D'autant qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais dans le cadre de la société civile immobilière, vous n'êtes pas obligé de distribuer les revenus. Vous pouvez les capitaliser. C'est comme une société normale, hein, une société anonyme. Hein. Les dividendes, c'est au choix de l'Assemblée générale. Hein. Si elle décide de ne pas distribuer de dividendes, elle ne le fait pas. Dans la société civile, c'est exactement pareil. Donc, la bonne gestion, sans doute, de ce type de bien, c'est pendant que vous êtes en activité avec des taux d'imposition très élevés, vous, personnellement, vous capitalisez vos revenus, vous les laissez dans la structure sociétaire. À partir du moment où vous passez à la retraite, vous commencez à vous distribuer les revenus. Il y a de fortes chances que votre taux marginal d'imposition est baissé, donc vous allez être moins fortement imposé, et vous allez pouvoir vous servir de votre société civile immobilière comme d'une tirelire dans laquelle vous allez tirer, puiser régulièrement des revenus. Cette société civile immobilière, elle peut prospérer à l'envi, où il y a des seuils, où certaines choses changent. Est-ce que... Non, vous avez le droit de vous constituer un patrimoine immobilier, vous avez même le droit de vous racheter le printemps si ça vous chante.
On va laisser à d'autres, mais... Il n'y a strictement aucune limite à la gestion d'une société civile immobilière. Eh bien voilà tout ce qu'il fallait savoir sur les SCI, donc ces sociétés civiles immobilières. On a manqué quelque chose ou on est arrivé au bout du mode d'emploi? Non, il y a juste un petit point sur lequel il faut être assez attentif, c'est la taxation des plus-values quand vous êtes à l'impôt sur les sociétés. Là, c'est un peu juste le petit point qu'il faut regarder parce que, C'est-à-dire, effectivement, quand vous êtes... vous avez commencé par me dire non, c'est pas une usine à gaz la fiscalité des entreprises, et à chaque fois qu'on Mais a il faut presque structurer. terminé, non mais attends, faut que je dise encore un truc. C'est ça toute la joie de la fiscalité. Bon, alors La taxation des plus-values, quand vous vendez un bien dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, c'est considéré comme un résultat courant. Ce n'est pas une plus-value immobilière au sens où nous, on la connaît. D'accord. Donc, ce qui veut dire que la plus-value que vous allez dégager, elle va être imposée plein pot par la société. Ça encore, ça ne serait pas trop grave. Mais le petit détail, vous savez que le diable se cache toujours dans les détails, c'est que vous avez le droit de déduire tout au long de la vie de l'immeuble son amortissement. Quand vous êtes imposé à l'impôt sur les sociétés, donc tous les ans, vous déduisez 3,33%. C'est le taux d'amortissement d'un bien immobilier. Mais quand vous le vendez, on va recalculer la valeur. Et pour calculer la valeur, on va réintégrer tous les amortissements que vous avez déjà pratiqués. Donc ce qui veut dire que, autant quand vous êtes à l'impôt sur le revenu, il y a un abattement pour durée de détention, vous le savez. Quand vous êtes à l'impôt sur les sociétés, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que la taxation va être d'autant plus importante, ou l'assiette va être d'autant plus importante que le bien est détenu depuis longtemps. Donc il y a juste ce petit point à regarder. Tout petit point. Mais ceci dit, achetez le particulier de ce mois-ci, vous verrez, tout est expliqué, mais d'une façon extrêmement limpide. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous devez savoir sur les SCI au cœur de ce numéro du magazine Le Particulier, défendu ce matin par Frédéric Durand-Bazin, son rédacteur en chef. Merci beaucoup Frédéric. Vous bougez pas trop loin, puisque d'ici une petite vingtaine de minutes, on répond à toutes les questions que nous envoient les auditeurs, des questions que vous pouvez notamment nous faire parvenir en nous suivant sur les réseaux sociaux @1t placement avec un S à la fin.